La guerre en Ukraine semble ne pas avoir de fin en vue, alors que Vladimir Poutine continue d'ordonner à ses forces de se jeter contre les défenses ukrainiennes. Des milliers de soldats russes meurent chaque mois à cause de leur président. Et pourtant, Poutine ne se rend pas compte qu'il force simplement son pays à s'enfoncer davantage dans une guerre qu'il a déjà perdue. La Russie n'a pas réussi à accomplir ce qu'elle s'était fixé comme objectif. Grâce à Poutine, le pays a subi une défaite stratégique aux lourdes conséquences pour la Russie, en Ukraine comme sur son territoire. Un amiral de l'OTAN explique pourquoi Poutine a déjà perdu la guerre en Ukraine. Cet amiral est Giuseppe Cavo-Dragone, qui occupe le poste de président du comité militaire de l'OTAN depuis janvier 2025. Dragone a déclaré à la British Broadcasting Corporation le 2 novembre « D'un point de vue opérationnel, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est tellement enlisée qu'il est presque temps de s'asseoir et de discuter. Parce que c'est un gaspillage de vies humaines. La stratégie d'usure de Poutine, qui était censée épuiser l'Ukraine au fil du temps afin que la Russie puisse prendre le contrôle de tout le pays, s'est retournée contre lui. La Russie est désormais piégée dans un bourbier qu'elle a provoqué. Les chiffres confirment que Dragone a raison. La Russie s'épuise en perte de troupes et de matériel pour soutenir l'opération militaire de Poutine. Selon le ministère des Finances ukrainien, plus de 114 millions de soldats russes ont été tués, blessés ou capturés entre le début de l'invasion et le 4 novembre. La Russie ne fait pas mieux concernant l'équipement. Plus de 11 300 chars ont été détruits, endommagés ou rendus hors service par la Russie. C'est également le cas pour environ 34 250 blindés russes et plus de 66 500 véhicules et systèmes d'après le ministère. Sur le plan aérien, la Russie connaît des difficultés offensives et défensives. Environ 1200 de ses unités de défense anti-aériennes sont en ruine. 428 avions russes et 346 hélicoptères du pays ont été détruits. La Russie a aussi perdu 77 860 drones face aux défenses ukrainiennes. Ce n'est pas seulement une guerre qui épuise la Russie en termes de perte de puissance militaire, c'est aussi une guerre qui coûte beaucoup trop cher à la Russie. Nous reviendrons sur ce point dans un instant. D'abord, ce que nous voyons à travers tous ces chiffres, c'est un président russe qui perd le contrôle de la guerre qu'il a déclenchée. C'est selon le National Security Journal, qui affirme que la création de la mort économie par Poutine en Russie est devenue une faiblesse que l'Ukraine peut exploiter. Ce terme, inventé par l'économiste russe Vladislav Inozentsev, désigne une prétendue classe moyenne artificielle créée en Russie. Cette classe artificielle utilise la guerre en Ukraine pour générer des revenus qu'elle n'aurait autrement jamais reçus. Les mères et épouses poussent parfois leurs fils à s'engager pour éviter chômage ou alcoolisme, car indemnités et soldes de combat peuvent enrichir la famille. Le journal écrit que beaucoup de Russes s'habituent au coût de la guerre avec le temps. Cependant, l'ampleur des pertes de la Russie fait qu'aujourd'hui, à l'aise, n'est plus le mot que quiconque utiliserait pour désigner ceux qui se sont enrichis grâce à l'Ukraine. Toute fierté qui pouvait exister d'envoyer un proche à la guerre pour gagner plus d'argent que la famille n'en avait jamais vu est désormais remplacée par la peur. Trop de personnes meurent. Alors que la Russie s'enlise en Ukraine, comme le note Dragone, son armée s'affaiblit au point que l'Ukraine peut lancer des frappes aériennes sur le territoire russe. En ciblant les raffineries de pétrole et les infrastructures énergétiques, l'Ukraine fait ressentir la douleur à la Russie en provoquant des pénuries de carburant et une flambée des prix du carburant. Outre le nombre de Russes tués, le coût pour la Russie d'être ainsi enlisée dépasse largement ce que montrent ces chiffres. Nous avons déjà mentionné le fardeau économique pour la Russie. En février, Russia Matters a mis en avant le coût financier de 3 années de guerre que Poutine n'avait jamais anticipé. Les sanctions ont paralysé l'économie russe, gelant 340 milliards de dollars de réserves et causant une perte de 785 milliards dans l'énergie. Après 3 ans de combat, plus de 460 entreprises ont quitté la Russie à cause de la guerre, portant un nouveau coup à l'économie. Après une croissance artificielle due à Vladimir Poutine et à la transformation de l'économie russe en économie de guerre, la croissance de la Russie décline. Le World Economic Outlook prévoit une croissance de 1,4% en 2025 et 1,2% en 2026, selon Russia Matters. Cela pourrait être encore pire que cela. Le 30 octobre, le Moscow Times a indiqué que la Russie connaissait un 3e trimestre consécutif de ralentissement économique. Au cours des 9 premiers mois de 2025, l'économie russe n'a progressé que de 1%, soit plus de 4 fois moins vite que sur la même période en 2024. Tout cela se produit à cause de l'enlisement de la Russie en Ukraine.
Cette opération militaire spéciale n'a jamais été conçue pour être une guerre de plusieurs années pour la Russie. Pour Vladimir Poutine, cette invasion aurait dû être une tâche facile. En 2014, The Guardian rapportait que Poutine disait que la Russie pourrait prendre toute l'Ukraine en 2 semaines. Avançons de plus d'une décennie. Et ces 2 semaines sont devenues presque 4 ans et ça continue. Comme le dit Dragon, la Russie devra négocier tôt ou tard. Le seul obstacle à cela, c'est Vladimir Poutine lui-même. Le refus du dirigeant russe de reconnaître le coût réel de ses erreurs en Ukraine montre que Vladimir Poutine évitera toute négociation tant qu'il le pourra. C'est l'avis d'une évaluation des renseignements américains. Rapportée par National Broadcasting Company News le 28 octobre. L'analyse conclut que les agences impliquées estiment que Vladimir Poutine ne montre aucune volonté de compromis sur ses exigences pour un accord de paix en Ukraine. National Broadcasting Company a également noté qu'un haut responsable américain et un haut responsable du Congrès estiment tous deux que Vladimir Poutine est plus retranché que jamais. Il en est de même pour l'armée et l'économie russe. C'est pourquoi la première perd des milliers de soldats et de pièces d'équipement chaque mois, tandis que la seconde perd des milliards de dollars. L'erreur stratégique de Poutine en Ukraine semble être une combinaison d'entêtement et d'une foi inébranlable dans la force d'une armée qui s'est révélée tout, sauf capable d'atteindre les objectifs de Poutine. Le dirigeant russe vide son pays de ses habitants et de son argent pour obtenir ce qu'il veut en Ukraine. Même si la Russie réussit, le simple coût engendré par l'Ukraine en cas de défaite suffira à rendre la Russie plus faible qu'elle ne devrait l'être. Pendant des années, voire des décennies, à venir, cela couvre les erreurs stratégiques de Poutine en Ukraine et leurs conséquences. Cependant, ce qui est peut-être encore plus inquiétant pour la Russie, c'est ce que l'invasion de Poutine a provoqué en dehors de l'Ukraine. À cause des actions de Poutine, l'OTAN est plus forte que jamais, soit l'inverse de ses intentions. Selon le journal de la démocratie, avril 2022, l'un des buts de Poutine avec cette guerre était d'empêcher l'expansion de l'OTAN vers la Russie. Comme le note Dragon, Poutine n'a réussi qu'à échouer en Ukraine et à provoquer l'expansion qu'il voulait éviter. La Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN à cause des actions russes en Ukraine, ce qui, en soi, est un signe que Poutine a commis une grave erreur stratégique. Selon United States Naval Institute News, l'entrée de la Suède dans l'OTAN pose un problème spécifique à la Russie. Avec la Suède, l'OTAN peut renforcer ses défenses dans la Baltique nordique. Le média souligne que la Suède apporte plus de 100 ans d'expérience dans l'exploitation de sous-marins précisément dans cette mer. L'OTAN pourra ainsi patrouiller l'accès du grand port de Saint-Pétersbourg en Russie. L'intégration de la Suède et de la Finlande permet aux planificateurs de l'OTAN de couvrir ce qu'ils appelaient auparavant un espace blanc sur cette voie navigable. Ce qui était autrefois un territoire quelque peu neutre près des frontières de la Russie est devenu un espace que les défenses de l'OTAN peuvent occuper. United States Naval Institute News a aussi cité Marta Keper-Durand, qui a affirmé que la principale contribution de la Suède à l'OTAN serait son territoire. Pour la dissuasion et la défense, la Suède peut jouer un rôle clé comme facilitateur et base de déploiement pour les forces américaines et alliées. La Suède peut aider l'OTAN à empêcher la Russie de façonner l'environnement régional en vue d'un conflit potentiel et à repousser une invasion russe. La mer Baltique n'est pas entièrement contrôlée par l'OTAN, contrairement à certaines affirmations, selon United States Naval Institute News. C'est une étendue d'eau de 145 000 miles carrés, et l'OTAN ne peut pas tout patrouiller. Mais l'ajout de 2 pays à l'OTAN qui maintiennent une présence en mer Baltique et qui peuvent permettre à l'OTAN de renforcer sa présence collective est une mauvaise nouvelle pour Poutine. Et cela n'est arrivé qu'à cause de l'invasion de l'Ukraine. L'ajout de 2 nouveaux pays est loin d'être la seule manière dont l'OTAN s'est renforcée. Selon la British Broadcasting Corporation en juin, tous les membres de l'OTAN ont accepté d'augmenter leurs dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut d'ici 2035. Cette décision est intervenue sous la pression du président américain Donald Trump, qui avait précédemment suggéré que les membres non américains de l'OTAN devaient faire davantage pour financer leur participation à l'Alliance. Néanmoins, cela a été une autre conséquence des erreurs stratégiques commises par Poutine en ce qui concerne l'OTAN. La guerre en Ukraine devait réduire l'influence de l'OTAN en Europe, mais elle l'a renforcée. Poutine a renforcé l'OTAN. L'OTAN a réagi fermement en élargissant ses membres, augmentant ses dépenses et soutenant davantage l'Ukraine. Selon RBC Ukraine le 3 novembre, un plan prévoit de renforcer le flanc est de l'OTAN avec des drones. Selon le média, l'OTAN aura d'ici mi-2026 un mur de drones sur son flanc est pour contrer la menace russe. Encore une fois, l'OTAN se renforce alors que cela aurait été inutile si Poutine n'avait pas envahi l'Ukraine. Poutine pourrait pourtant croire qu'une victoire en Ukraine réglerait ses problèmes. L'expansion de l'OTAN pourrait être contrebalancée par l'expansion russe et le contrôle de l'Ukraine.
Poutine pourrait envisager de négocier la levée des sanctions pour relancer l'économie russe. Plus d'1 million de victimes, et ce chiffre augmente, ce qui n'est pas idéal pour la Russie. Poutine pourrait croire que l'ajout de millions d'Ukrainiens à la Russie, en cas de victoire, résoudra ce problème. Si c'est ce que pense Poutine, il se trompe sur de nombreux points. Dragon déclare à la British Broadcasting Corporation qu'une victoire russe en Ukraine ne garantirait pas à Poutine le contrôle du pays. Ils n'auront pas de gouvernement ami ni de marionnettes comme en Biélorussie. Poutine échouera, affirme Dragon. Peut-être que c'est ce que Poutine ne comprend pas. Bien qu'il ait souvent présenté son opération militaire spéciale comme un moyen de libérer le peuple ukrainien d'un gouvernement soi-disant tyrannique. La majorité des Ukrainiens ne veulent ni de Poutine ni de marionnettes russes. Nous l'avons prouvé en août dernier. À ce moment, le Kiev indépendant a publié un sondage sur la volonté des Ukrainiens d'accepter les accords de paix proposés. Ces accords comprenaient des restrictions sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, en plus de céder le contrôle de 4 régions partiellement occupées du pays à la Russie. L'Ukraine a massivement dit non. Un peu plus des 3/4 des personnes interrogées ont déclaré qu'elles rejetteraient un tel accord de paix. C'est une légère baisse par rapport aux 82%, qui disaient la même chose en mai. Mais cela montre tout de même que l'Ukraine n'a aucune envie de voir la Russie influencer les actions du pays. Comme le souligne Dragon, ce rejet des propositions russes prouve que l'Ukraine continuera à lutter contre la Russie. Même si l'opération militaire spéciale de Poutine réussit à prendre tout le territoire ukrainien, Poutine n'aura pas une nation qu'il pourra contrôler. Il n'obtiendra pas une population prête à relancer l'économie vacillante de la Russie. Il est probable qu'il dirige un pays plein de subterfuges, sabotage et résistance clandestine. Longtemps après une victoire russe en Ukraine, encore une autre erreur stratégique. La conviction de Poutine que l'Ukraine veut un contrôle russe est catégoriquement rejetée par l'Ukraine. Et ce rejet ukrainien sera soutenu par l'OTAN et ses membres européens, ajoute Dragon. Les nations européennes, soutenant la défense de l'Ukraine, sont prêtes à poursuivre, affirme Dragon à la British Broadcasting Corporation. Il précise que les actions de Poutine en Ukraine ont alerté l'Europe, qui doit prendre la Russie au sérieux. Au contraire, l'OTAN doit se renforcer et adopter un ton plus agressif face aux menaces russes. Ce ton inclut aussi les suggestions que la Russie pourrait recourir au nucléaire contre l'Ukraine ou l'OTAN. Le 31 octobre, la British Broadcasting Corporation a annoncé que la Russie a présenté 2 nouvelles armes nucléaires pour menacer ses opposants. L'une de ces armes, dont il était question pour la première fois en 2018, est surnommée Poséidon. Cette arme atteint 120 miles par heure et suit une trajectoire changeante que la Russie dit impossible à intercepter. Dans quelle mesure cela peut-il être vrai pour une arme se déplaçant à la vitesse d'un drone? À l'ère des missiles nucléaires supersoniques et hypersoniques, cela reste à voir. La Russie a aussi présenté le missile de croisière nucléaire Bouriavestnik, censé avoir une portée illimitée. Encore une fois, il n'est jamais clair dans quelle mesure les informations que la Russie fournit sur ces armes sont exactes. Vladimir Poutine exhibe et menace avec l'arme nucléaire. Mais Dragon affirme que c'est une erreur stratégique, car l'OTAN pourrait égaler l'arsenal nucléaire russe. Il a déclaré à la British Broadcasting Corporation que les armes nucléaires russes ne nous menacent pas. Nous sommes prêts à défendre nos 32 nations et 1 milliard de personnes. Nous sommes une alliance nucléaire. Dragon n'a pas tort. La présence des États-Unis dans l'OTAN signifie que l'Alliance a accès à 5044 armes nucléaires selon la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ou campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. La Russie en détient un peu plus que les États-Unis, soit environ 5500 armes, selon la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Ce léger déficit est compensé par la France et le Royaume-Uni, 2 membres de l'OTAN. L'Association pour le contrôle des armements affirme que ces 2 pays détiennent 515 armes nucléaires. Grâce à sa vaste infrastructure, l'OTAN peut lancer des armes nucléaires depuis la terre, la mer ou les airs. Il faudrait bien moins que ces énormes arsenaux nucléaires pour détruire tous les pays qui pourraient être impliqués dans un conflit entre la Russie et l'OTAN. C'est justement le but. La destruction mutuelle assurée a toujours fonctionné ainsi. L'erreur stratégique de Poutine ici est de croire qu'il peut proférer des menaces nucléaires crédibles contre l'OTAN, alors qu'il sait que l'Alliance dévasterait la Russie, tout autant que la Russie pourrait nuire aux membres de l'OTAN. Des menaces qui auraient pu fonctionner par le passé ne font que renforcer les réponses plus fermes que la Russie reçoit de l'OTAN à cause de la guerre. Poutine dévoile de nouvelles armes nucléaires. Dragon fait remarquer que l'OTAN est une alliance nucléaire. Poutine, autrefois rassuré en évoquant la puissance nucléaire russe, se voit désormais rappeler que l'OTAN en dispose autant. Il n'y a aucune désescalade ici. Le bluff de Poutine est dévoilé, et le président russe n'a pas de véritable réponse à ce fait.
si ce n'est plus de gesticulation inutile. C'est pourquoi la Russie a perdu la guerre en Ukraine, qu'elle le sache ou non. Oui, il est encore possible que la Russie prenne tout le territoire ukrainien. Si cela arrive, cela prendra encore de nombreuses années. En octobre, Reuters a rapporté qu'au rythme actuel de progression de la Russie, cela signifierait qu'elle aura occupé 1% de la superficie totale de l'Ukraine entre janvier et décembre. 2025, à ces 19% déjà occupés s'ajouterait 1% portant Poutine à 20% en moins de 4 ans. Il reste 80% à conquérir. Et un rythme de 1% de l'Ukraine par an signifie que Poutine serait parti depuis longtemps, bien avant d'atteindre son objectif de contrôle total sur l'Ukraine. Rien que cela est une défaite, même si la Russie pourrait continuer à pousser, même lorsque Poutine ne sera plus président. Si elle agit, elle fera face aux problèmes mentionnés. L'économie russe est en difficulté. Elle perd des dizaines de milliards de personnes chaque mois, grâce à l'incompétence stratégique de Poutine. Et si l'on adopte une perspective plus large, on constate que le désir de Poutine d'affaiblir l'OTAN en limitant son expansion ne s'est pas réalisé. L'OTAN accueille de nouveaux membres et investit plus que jamais pour se préparer à toute action future de la Russie après l'Ukraine. Et tout cela sans même mentionner que même une version de l'Ukraine apparemment contrôlée par la Russie ne sera jamais russe. Trop d'Ukrainiens s'opposent au simple concept de domination russe. Pour que cela arrive, même si Poutine gagne en Ukraine, il perd quand même. Pendant des années, la Russie a construit un empire. Elle ne l'a pas toujours fait dans le sens traditionnel du terme. Il y avait eu quelques invasions occasionnelles avant la guerre en Ukraine, mais l'arme de prédilection de Vladimir Poutine avait généralement été l'influence de son pays. Soutenue par sa puissance militaire et son statut militaire apparemment indomptable, la Russie a pu étendre ses tentacules partout, de la Biélorussie au Moyen-Orient, jusqu'à l'Amérique latine. Poutine avait des régimes marionnettes à foison, mais le mythe de la puissance militaire russe a été brisé en Ukraine, et l'empire russe en paie le prix. L'empire de Poutine s'effondre, tandis que les régimes marionnettes russes s'écroulent. Actuellement, aucun pays ne montre mieux le déclin de l'influence russe que le Venezuela. Le pays ressent actuellement la pression. Les États-Unis mobilisent un allié des navires et menacent de détruire tout bâtiment jugé menaçant pour leur sécurité, notamment ceux suspectés de liens avec les cartels et gangs de drogue vénézuéliens. Sous la pression des États-Unis, le président vénézuélien Nicolás Maduro a demandé l'aide de tous les pays susceptibles de l'aider. La Russie fait partie de ces pays. Selon le Washington Post du 31 octobre, Maduro aurait envoyé une lettre à Poutine pour demander à la Russie de fournir des radars, des avions, du matériel de réparation et des missiles au Venezuela. Et Poutine a répondu à l'appel. Pour le président russe, la crise vénézuélienne permet à la Russie d'accroître son influence en Amérique latine en fournissant des armes. Poutine croit désormais pouvoir imposer sa volonté à Maduro. Plus tard, une marionnette est créée, ou du moins davantage contrôlée, à mesure que l'empire russe s'étend. Cette logique a poussé Poutine à envoyer un avion cargo à Caracas. On ne sait pas ce que transportait cet avion, un Il-76 russe. Defense News indique que cet appareil transporte jusqu'à 50 tonnes ou 200 personnes. Des armes, du matériel militaire et des mercenaires ont déjà été livrés au régime fantoche de Poutine par ces avions. Il semble que la livraison au Venezuela les ait au moins inclus. C'est ce qu'affirme Doordarshan News, en Inde, qui prétend que les types d'avions que la Russie envoie au Venezuela sont liés au groupe Wagner russe. Il est possible que des mercenaires du groupe Wagner et l'équipement envoyé par Vladimir Poutine opèrent au Venezuela. En apparence, tout cela semble suivre le manuel d'expansion de l'Empire russe. Vladimir Poutine identifie un pays qui a désespérément besoin de l'aide de la Russie. Il fournit ensuite à ce pays des armes et un soutien, qu'il peut utiliser comme levier pour transformer ce pays en un état fantoche de la Fédération de Russie. Comme le notent Jay et Kiev dans une vidéo YouTube du 2 novembre, Maduro est si désespéré qu'il offre à Poutine presque tout ce qu'il veut pour obtenir l'aide russe. Il a appelé Poutine qui a envoyé Wagner, selon Jay. Ils ont récupéré environ 150 millions de dollars des réserves d'or de la Banque centrale du Venezuela. La compagnie pétrolière nationale vénézuélienne a transféré le siège européen de sa filiale en Russie, renforçant le contrôle de Poutine sur les actifs. C'est du pur désespoir de Maduro. Comme le souligne Jay, cela a amené les Vénézuéliens à payer jusqu'à 70 $ le gallon d'essence. Gardez à l'esprit que le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, environ 303 milliards de barils. Il ne devrait pourtant pas être confronté à une crise de l'essence. Pourtant, le Venezuela fait face exactement à cela. Une crise de l'essence. Ceci s'explique en partie par le refus de Maduro de combattre les cartels et par les efforts de Poutine pour accroître l'influence russe en Amérique latine. Mais à ce stade,
Vous vous demandez probablement, quel rapport tout cela a-t-il avec l'effondrement de l'empire de Poutine? En réalité, la situation au Venezuela semble illustrer que Poutine fait ce que la Russie fait depuis des décennies. Bien sûr, l'empire semble s'étendre plutôt que de s'effondrer, mais ce n'est pas le cas. Même si tout cela ressemble à la routine habituelle de la Russie en apparence, ce que Poutine fait pour le Venezuela n'est pas la démonstration de puissance qu'il pense que c'est. La Russie provoque, le même pays dont elle pensait qu'il la soutiendrait discrètement, ou du moins ne s'y opposerait pas lorsqu'elle a commencé l'invasion. Jay et Kiev expliquent davantage. 2 cargaisons d'armes, envoyées à Maduro en une semaine, renforcent le sort de Poutine, selon Jay, qui révèle l'arrivée d'un second avion au Venezuela. Ça énerve Trump, alors que ses doigts sont sur les Tomahawks, dit Jay. Il propose une autre explication aux actions de Poutine. Poutine ignore tout ou est suicidaire. Point clé. Poutine n'étant pas seulement l'influence russe ici, comme souvent auparavant, en s'impliquant au Venezuela. Il provoque les États-Unis, alors que Trump soutient l'Ukraine plus que jamais durant son second mandat. Et comme nous l'avons mentionné plus tôt, les États-Unis se préparent à un affrontement avec le Venezuela. Ou, plus précisément, ils se préparent à combattre les gangs de trafiquants de drogue du pays. Le 1er novembre, Sky News a rapporté que des images satellites ont montré des navires militaires américains effectuant des exercices à seulement 200 km, soit environ 124 miles au large des côtes vénézuéliennes. Ces navires n'opèrent pas aussi près des eaux vénézuéliennes sans raison. Ils sont là pour représenter une menace pour Maduro, ce qui permettra à Trump de faire pression sur lui afin d'obtenir ce qu'il veut. Actuellement, l'United States Ship Iwo Jima et 2 destroyers opèrent dans les Caraïbes, les plaçant à portée militaire. En parlant du Venezuela, Sky News ajoute que le porte-avions United States Ship Gerald R. Ford a également été dépêché dans la même région et qu'il amènera avec lui 3 autres destroyers. La décision de Poutine d'aider le Venezuela n'est pas seulement une provocation envers les États-Unis, il s'immisce dans les affaires américaines. Cela risque fort de compromettre les chances de Poutine d'obtenir la paix qu'il souhaite après la guerre en Ukraine. La volonté de Poutine de prouver que la Russie reste une menace géopolitique mondiale influence l'effort de guerre russe en Ukraine. Poutine a besoin de toutes les armes possibles pour maintenir la pression sur l'Ukraine dans une guerre qui dure depuis près de 4 ans. Comme le disent Jay et Kiev, plus Poutine arme des pays comme le Venezuela, moins il a d'armes pour tuer soldats et civils ukrainiens. Si des mercenaires de Wagner se dirigent également vers le Venezuela, comme cela semble être le cas, cela signifie que Poutine affaiblit aussi la position de la Russie en Afrique. Poutine a perdu la tête, dit Jay Kiev. Si on me forçait à décider avec un pistolet sur la tempe. Je pense que c'est bien, c'est la fin des temps et la feuille de route de Poutine vers la fin. Jay souligne que Poutine s'agite pour préserver l'influence restante de la Russie, alors même qu'il l'a affaiblie mondialement. L'armée russe n'est clairement pas la puissance que Poutine a longtemps prétendue, sinon l'Ukraine aurait déjà été vaincue. La Russie est désormais plongée dans un conflit qui pourrait durer des années. Chaque année supplémentaire démontre à quel point l'armée qui soutenait les ambitions impériales de Poutine est en réalité faible. Et pour aggraver la situation, Poutine n'obtient même pas ce qu'il souhaite vraiment, comme au Venezuela. Au-delà de transformer Maduro en marionnette, Poutine veut que l'Occident craigne la perspective d'une implication de la Russie dans le conflit vénézuélien. Comme pour souligner ce point, Poutine a signé dans la loi russe un accord stratégique entre la Russie et le Venezuela. Le 27 octobre rapporte Iran Press. La signature a été volontairement retardée, l'accord ayant en fait été rédigé en mai dernier. Poutine utilise la signature de l'accord pour justifier ce qu'il envoie au Venezuela, mais cela n'a tout simplement pas l'effet escompté. Quel est cet effet ? Les États-Unis devaient sans doute rapatrier leurs navires au lieu de les garder près du Venezuela. Cela n'a pas eu lieu. Les États-Unis n'ont plus peur de Poutine. Ils réalisent que l'envoi de quelques armes par 2 ou 3 avions cargo n'est qu'un geste symbolique. Une tentative faible de Poutine pour garder un pays qui lui échappe. La Russie n'envoie même pas de bonnes armes au Venezuela, souligne Jay Kiev. Il note que les avions cargo russes se sont arrêtés dans plusieurs autres pays, dont l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et la Mauritanie, en route vers le Venezuela. Ils ont sans doute pris des armes lors de ces escales, mais ce seront celles que Poutine juge peu utiles pour la guerre en Ukraine. Poutine racle les fonds de tiroir pour aider Maduro ici, dit Jay, et cela ne suffira pas. Comment cela pourrait-il suffire ? Le Venezuela n'est pas en mesure de faire la guerre aux États-Unis, même avec Poutine. Poutine agit comme s'il levait le poing face à quelqu'un qui le menace d'un pistolet. La menace ne marchera pas. Signe évident que le puissant est tombé, et que l'empire de marionnettes russes s'effondre. Cela rappelle la Syrie.
que la Russie soutenait déjà de façon similaire avant même que Poutine ne soit président, comme elle tente aujourd'hui avec le Venezuela. L'Union soviétique était déjà le principal soutien militaire de la Syrie dans les années 1950. Cette relation s'est renforcée après quelques périodes d'interruption et de reprise dans les années 2000. Comme la Russie et la Syrie se sont toutes deux retrouvées en désaccord avec les États-Unis, la Russie a fini par soutenir le régime d'Assad tout au long des années 2000, s'assurant ainsi un autre régime fantoche, auquel elle a envoyé bien plus d'argent et d'armes qu'elle n'en envoie actuellement au Venezuela. Cela n'a rien changé. Fin 2024, le régime de Bachar el-Assad s'est effondré, faisant perdre à Poutine un point d'appui stratégique clé au Moyen-Orient. Selon le Wall Street Journal, la Russie doit aujourd'hui verser 23 millions de dollars au nouveau maître de la Syrie pour garder ses bases militaires. Poutine a perdu le contrôle de la Syrie, même s'il a soutenu le régime d'Assad bien plus qu'il ne soutient Maduro au Venezuela. L'affaiblissement de la Russie en Ukraine a probablement contribué à la chute de la Syrie. Aujourd'hui, près d'un an plus tard, la Russie est encore plus faible. Pourtant, alors que Poutine tente de consolider sa position au Venezuela, cette position s'effondre sous ses pieds. Privé de la Syrie, Poutine resserre les liens de la Russie avec l'Iran, selon JNK. Il affirme que la Russie envoie autant d'armes que possible dans ce pays. Encore une fois, Poutine tente un coup de force sans en avoir les moyens. Autrefois, en armant l'Iran, la Russie aurait donné à Poutine plus de contrôle sur une marionnette supplémentaire. Aujourd'hui, en raison du rôle clé de l'Iran dans la stratégie russe en Ukraine avec ses drones Shahed, c'est Poutine qui renvoie l'ascenseur. Tout cela rappelle à JNK la fin d'Hitler, les fantasmes d'un dictateur fou sombrant. Poutine surestime la puissance et l'influence de la Russie, mais il réalise vite la réalité. Bien que l'emprise de Poutine au Moyen-Orient faiblisse, et que ses tentatives d'influencer ou de menacer les États-Unis via le Venezuela échouent, il conserve une certaine influence. Plus près de chez lui, la Biélorussie sert toujours de marionnette, comme Poutine l'a toujours souhaité. Alexandre Loukachenko, président du pays, a offert son territoire à Poutine pour envahir l'Ukraine. La Biélorussie a servi de principal point de départ pour l'opération militaire spéciale. Rien ne semblait pouvoir ébranler la mainmise de Poutine sur cette région de l'Empire russe. Détrompez-vous. Comme au Venezuela, les actes russes en Biélorussie montrent que Poutine contrôle totalement Loukachenko. La Russie a envoyé des missiles Oreshnik en Biélorussie, Loukachenko annonçant via un porte-parole leur déploiement en décembre. Loukachenko a également bien joué son rôle de marionnette de Poutine en expliquant la puissance dévastatrice du missile. JNK diffuse des images d'un événement de propagande en Biélorussie où le président dictatorial s'exprime. L'Oreshnik est une arme terrifiante, elle sera mise en service en décembre. Je veux qu'ils comprennent que nous pouvons frapper si les choses tournent mal. Destiné uniquement à un public étranger. Ensuite, nous déciderons avec Poutine et frapperons, donc ne provoquez pas. C'est tiré du manuel de manipulation de Poutine. Fournir une arme à un État fantoche, puis l'utiliser pour la livrer. Les menaces de Poutine. Mais comme au Venezuela, regarder derrière le rideau biélorusse montre que tout n'est pas si rose dans cet ancien satellite russe. Al Jazeera l'affirmait déjà en janvier en relayant l'observateur politique de Radio Liberty, Valery Karbalovitch. Il est devenu otage de son propre système, explique Karbalovitch à Al Jazeera. Il ne pouvait pas quitter le pouvoir même s'il le voulait. Il craint pour sa vie et sa liberté, alors il restera au pouvoir jusqu'au bout. Le fait est que Loukachenko sait qu'il est soutenu par Poutine. Le problème, c'est que la Biélorussie est entraînée dans une spirale mortelle à cause de son association avec la Russie. Loukachenko l'a déjà reconnu. Le 20 octobre, le Kiev indépendant a indiqué que la Biélorussie souhaite discuter avec l'Ukraine pour trouver un accord sur la fin de la guerre. Le chef du KGB biélorusse, Ivan Tortu, a tenté de réagir positivement à cette initiative. Notre président fait tout pour stabiliser la région. Nous avons réussi à équilibrer les intérêts des partis dans cette situation très compliquée et a tendance à l'escalade, a déclaré Tortu à la télévision d'État biélorusse. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Loukachenko ne pensait pas à la stabilisation, convaincu que les forces de Poutine écraseraient l'Ukraine. Ce n'est qu'après des années d'échecs de la Russie à obtenir une victoire par la force militaire que Loukachenko a commencé à prendre des mesures qui pourraient être interprétées comme une tentative de rapprochement avec l'Occident. Cette déclaration montre que Loukachenko signale discrètement aux pays visés par Poutine que la Biélorussie est prête à coopérer. Reste à voir si ces nations écouteront. Le simple fait que Loukachenko agisse ainsi montre qu'il pense que le président russe, longtemps maître du jeu, n'a plus la force d'agir selon ses paroles. La Biélorussie est au bord de l'implosion à cause de la guerre de Poutine,
et Loukachenko tente de survivre. Nous l'avons expliqué dans une vidéo publiée il y a un mois. Regardez-la pour en savoir plus. Cependant, ce qu'il faut retenir ici, c'est que même l'un des alliés les plus proches de la Russie commence à douter de faire partie de l'empire que Poutine est désespéré de créer. L'influence de Poutine s'effrite au Venezuela, en Biélorussie, en Syrie et en Iran. Son empire part à la dérive, et les fissures commencent à apparaître. Bien plus près de chez lui que Poutine ne voudrait que quiconque s'en rende compte. Alors que son influence mondiale diminue, Poutine devient plus désespéré, l'Ukraine étant l'une des principales raisons de la chute de son empire. Et ce n'est pas qu'une façon de parler. Dans le sens où la défense courageuse de son territoire par l'Ukraine a révélé la véritable faiblesse de l'armée russe. L'Ukraine est passée à l'offensive et ses frappes sur le territoire russe ont encore plus limité la capacité de Poutine à contrôler ses marionnettes. Comme l'a souligné la British Broadcasting Corporation début octobre, les frappes de l'Ukraine contre les raffineries de pétrole russes ont joué un rôle clé dans l'affaiblissement de la mainmise de Poutine sur son propre pays, sans mentionner ce qu'il veut faire état marionnette. Début octobre, l'Ukraine avait touché 21 des 38 principales raffineries russes en 2025 selon la British Broadcasting Corporation. Bon nombre de ces raffineries ont été touchées à plusieurs reprises. La raffinerie de l'oblast de Saratov en Russie a été frappée pour la 3e fois, rien qu'à l'automne, le 3 novembre. Ces frappes répétées ont fortement compliqué les réparations pour la Russie, provoquant d'importantes pénuries de carburant dans le pays. La Russie a tant aggravé sa situation qu'elle a fortement accru ses importations de carburant depuis la Biélorussie pour combler ses besoins. Loukachenko doit se demander à quoi sert d'être la marionnette de Poutine si la Russie ne peut même pas répondre à ses besoins en essence. Lui et de nombreuses autres marionnettes que Poutine cherche à contrôler se demanderont aussi si la puissance financière et militaire de la Russie s'affaiblit. En août, le Kiev indépendant a indiqué que les frappes à longue portée ukrainiennes avaient coûté 4% du produit intérieur brut à la Russie de Poutine. Cela représente 741 milliards de dollars avant que l'Ukraine n'intensifie ses frappes contre les raffineries en août, septembre et octobre. La Russie perd de l'argent à cause des attaques de l'Ukraine, tout comme son armée perd des soldats en raison de la défense du territoire ukrainien. Ces deux problèmes affaiblissent la Russie, rendant impossible le maintien de l'empire voulu par Vladimir Poutine. Même Moscou n'est plus à l'abri. L'Ukraine vise désormais son infrastructure énergétique. Ils perdront leur réseau énergétique. Ce n'est qu'une question de temps. Dit JNK, 6 sous-stations ont déjà été touchées. Ce sont toutes de grandes sous-stations. Plus l'Ukraine les frappe, plus leur remplacement devient difficile, avec davantage de points de défaillance. Les marionnettes de Poutine vont encore se demander à quoi sert un marionnettiste incapable de protéger la capitale de son pays. Oui, des gens comme Maduro continueront de supplier pour obtenir le soutien de la Russie. Mais même dans ces cas-là, Poutine a bien trop de problèmes en Ukraine et chez lui pour offrir le niveau de soutien qu'il aurait pu fournir il y a 5 ou 10 ans. Au final, tout ce qui arrive à l'Empire russe résulte directement de la décision de Poutine d'envahir l'Ukraine. Que fait Poutine ? Il ne tente pas d'arrêter l'invasion. Au contraire, il plonge davantage la Russie vers l'effondrement de son empire, préférant se focaliser sur des sujets tels que l'arrestation de chanteurs ayant blessé ses sentiments. Le 29 octobre, National Broadcasting Company News a relayé via Reuters qu'un groupe de musiciens de rue devenu viral pour des chansons anti-Kremlin avait été arrêté et emprisonné en Russie. Voilà jusqu'où Poutine est tombé pour tenter de garder le contrôle sur son empire. Il n'arrive plus à menacer l'Occident, et il n'est plus capable de soutenir tous les régimes qui servent de marionnettes à ses ordres. Mais bon, au moins quelques musiciens dangereux ont été retirés des rues russes. Alors que ces régimes s'effondrent, Vladimir Poutine doit affronter une vérité brutale. Il est fini. Chaque fois que la Russie a l'impression de commencer à prendre l'avantage dans la guerre, l'Ukraine trouve quelque chose de nouveau. L'innovation est centrale dans la guerre asymétrique de l'Ukraine, et les soldats russes, leur matériel et leur logistique en subissent toujours les conséquences. En novembre, l'Ukraine a porté un coup dur à la Russie. Sa nouvelle arme mortelle sème le chaos derrière les lignes russes. Elle aide l'Ukraine en lui fournissant un drone qui couvre des zones du conflit auparavant inaccessibles. Le drone FP2 selon United 24 Media a été livré en Ukraine par Firepoint. Les mêmes ingénieurs ont conçu le missile Flamand Rose, maintenant utilisé par l'Ukraine pour frapper la Russie à distance. Le Flamand Rose peut transporter une charge explosive bien plus lourde que les drones longue portée utilisés par l'Ukraine contre la Russie. Le FP2 offre une puissance de feu similaire et permet d'atteindre des cibles auparavant inaccessibles à l'Ukraine. Derrière les lignes de combat, United 24 Media donne les spécifications du nouveau drone.
Il précise qu'un FP2 peut transporter jusqu'à 105 gigas, soit environ 231 livres. Cela rend le drone particulièrement redouté par les forces russes. La taille impressionnante de la charge utile du FP2 est de 10 à 20 fois supérieure à celle d'un drone classique à vue à la première personne, ou FPV, ce qui laisse entendre que le FP2 est un drone conçu pour frapper des cibles plus lourdes que les chars et les véhicules blindés. Le service de sécurité d'Ukraine, ou service de sécurité d'Ukraine, le confirme en précisant qu'il est capable d'utiliser le FP2 pour frapper des sites que la Russie utilise pour la logistique, la coordination des approvisionnements et le déploiement des troupes. Nous reviendrons bientôt sur l'utilisation du nouveau drone par l'Ukraine. Le principal avantage du FP2 sur la plupart des drones à courte portée utilisés par l'Ukraine est sa portée d'environ 200 km, 124 miles. Cela offre à l'Ukraine plus d'options, sans la contrainte de la portée limitée de ces drones vus à la première personne. L'Ukraine peut employer les FP2 pour causer d'importants dégâts sur les lignes de combat et menacer des positions russes supposées sûres en pénétrant profondément. Fait intéressant, cette portée de 200 km est en fait 1200 km de moins que celle du FP, que Firepoint a créé pour donner à l'Ukraine une autre option pour frapper la Russie. Le compromis sur la portée permet au FP2 d'avoir une ogive bien plus lourde que le FP, plus encore une question d'option. L'Ukraine possède maintenant le FP, d'autres drones et missiles longue portée pour frapper la Russie. Le FP2 pour des frappes à moyenne portée, et des drones vus à la première personne qu'elle peut utiliser pour patrouiller les lignes de combat. C'est terrifiant pour la Russie. L'Ukraine possède maintenant une offensive de drones multicouches, pouvant frapper presque toute cible. RBC Ukraine fournit quelques détails sur le nouveau drone ukrainien, précisant que Firepoint l'a décliné en 2 versions. La première, la FP2 possède un guidage autonome idéal contre des cibles fixes. L'Ukraine doit juste fournir les coordonnées, et le drone va seul sur la cible. La deuxième variante offre un contrôle manuel de la FP2 par radio, la rapprochant d'un drone FPV. Un opérateur de drone ukrainien peut utiliser cette liaison radio pour guider son FP2 vers une cible mobile, ou garantir un coup direct sur une cible fixe. Cela pourrait être trop difficile à atteindre pour la première variante, nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Option. RBC Ukraine ajoute également que le FP2 possède une architecture très similaire à celle du FP, que nous avons mentionné, ce qui est un autre énorme avantage pour l'Ukraine. Firepoint a déjà lancé la production du FP. La production est déjà standardisée, le fabricant peut donc facilement appliquer ses normes à la défense FP2. L'essentiel, c'est que Firepoint peut désormais produire ses nouveaux drones FP2 plus rapidement. C'est pourquoi on les voit déjà sur le champ de bataille. Dans sa chronique sur Medium, Ryder Blackthorn précise que Firepoint a déjà créé des installations mobiles ressemblant à des camions militaires. Elles assurent un déploiement rapide partout en Ukraine, même derrière les lignes de front. Ainsi, le FP2 est déjà mobile grâce à sa grande portée. Ces camions renforcent la mobilité en permettant aux opérateurs ukrainiens de s'approcher au plus près de la cible russe avant de lancer leur FP2. L'Ukraine a reçu un drone tueur quasi indéfendable pour la Russie. Ou, comme le dit Blackthorn, le FP2 est un combattant de champ de bataille, pas un assassin à longue portée comme le FP1. Mais c'est exactement ce qu'il vous faut quand l'ennemi est retranché, et que vous devez frapper fort, frapper vite et continuer à avancer. Blackthorn souligne que le FP2 est le drone idéal, livré au bon moment pour l'Ukraine. En revenant sur la portée, il dit que perdre 1200 km par rapport au FP1 n'est même pas vraiment un sacrifice. Parce que l'Ukraine dispose déjà de nombreux drones capables de parcourir une telle distance, voire d'aller plus loin en territoire russe. Ce dont l'Ukraine avait besoin, c'était d'un drone capable de frapper des cibles à quelques centaines de kilomètres à l'intérieur de l'Ukraine occupée. Le FP2 répond à ce besoin. La Russie se méfiera des dégâts qu'un drone aussi puissant pourrait causer. Elle se rassurera peut-être en pensant qu'un drone aussi puissant doit coûter une fortune à Firepoint à fabriquer. Cette croyance est erronée. Peut-être que l'attribut le plus important du FP2, au-delà même de sa portée et de sa puissance de feu, est son prix. Le drone ne coûte que 55 000 $ à fabriquer. Ce drone offre une puissance de feu comparable à plusieurs missiles, mais coûte bien moins à produire. C'est énorme pour l'Ukraine, car la guerre contre la Russie a été très coûteuse. Bien que l'Ukraine se soit défendue, son économie a beaucoup souffert. Responsible Statecraft a mis en avant ce problème monétaire dans un article publié en mars. Il affirmait que l'Ukraine pourrait finir en faillite, même si la guerre s'était terminée en mars, suggérant que le pays est en péril financier. Il précisait qu'en 2026, l'Ukraine devrait baisser son budget militaire de 80%,
pour économiser 41 milliards de dollars. Il pourrait y avoir d'autres options. Par exemple, The Guardian rapporte que l'Union européenne envisage d'utiliser les avoirs russes gelés pour accorder un prêt important à l'Ukraine. Cela pourrait représenter jusqu'à 157,5 milliards de dollars au cours des prochaines années. Cependant, cette proposition est encore en cours d'élaboration, et rien ne garantit qu'un tel prêt sera accordé. Pour l'Ukraine, concevoir un nouveau drone capable de frapper aussi fort que le FP2 pour un coût aussi bas est essentiel pour réduire son budget de défense. Alors que le pays risque des difficultés financières, il existe un autre aspect à la question du faible coût. Alors que l'Ukraine bénéficie évidemment de la fabrication d'armes aussi bon marché qu'efficaces, la Russie en souffre également énormément. C'est ce qu'affirme David Korychenko de l'Institut Lahue, qui a écrit un article en juin, soulignant comment les drones bon marché de l'Ukraine ont déjà coûté très cher à la Russie. Il a souligné l'opération Toile d'araignée, où l'Ukraine a discrètement introduit des drones, vus à la première personne bon marché en Russie à l'arrière de camions. Ces drones ont frappé plusieurs bases aériennes russes, causant 7 milliards de dollars de dégâts et neutralisant jusqu'à un tiers des bombardiers stratégiques russes. L'Ukraine n'a pas mentionné le coût de l'opération, mais les drones vus à la première personne utilisés peuvent coûter seulement 400 dollars chacun. Selon Kirachenko, des drones coûtant quelques centaines de dollars et lancés à distance depuis un conteneur ont causé des milliards de dégâts à la Russie. Un adversaire étranger mieux doté pourrait imiter les innovations de Kiev, alors que circulent des rumeurs sur le risque des cargos chinois. Les adversaires riches posent des problèmes futurs à la Russie. Mais pour l'instant, elle doit faire face à une version de l'Ukraine qui peut coûter à la Russie des millions, voire des milliards de dollars. Grâce à des drones coûtant seulement quelques milliers de dollars à produire, il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette rentabilité pour l'Ukraine. La Russie aussi fait face à ses propres problèmes économiques. Poutine a dépensé des centaines de milliards pour son opération militaire et mené l'économie russe au bord de la destruction. En septembre dernier, le ministre russe du développement économique, Maxime Reshetnikov, a souligné que la Russie allait avoir du mal à maintenir son niveau actuel de dépenses de guerre. Bruchenikov a déclaré lors d'une conférence à Saint-Pétersbourg en juin que l'économie russe ralentit. À en juger par le climat des affaires en ce moment, la Russie est en fait déjà au bord de la récession. Cela semble être un avertissement que Poutine n'écoute pas. Il affirme que la Russie, dont la croissance du produit intérieur brut passera de plus de 4% en 2024 à environ 1% en 2025, fait partie du plan. Ce n'est pas le cas. Poutine ment pour justifier ses dépenses insensées dans la guerre en Ukraine. L'Ukraine peut profiter de cette situation avec des armes comme le FP2, utilisant ses drones pour détruire du matériel militaire russe précieux à moindre coût. Alors que la Russie continue de foncer à toute allure vers sa propre débâcle économique, elle pourrait bientôt ne plus être en mesure de remplacer ses équipements. Oh, et une dernière chose sur le FP2. Il peut frapper des cibles russes, aussi bien la nuit qu'en plein jour. Cela nous mène à la manière dont l'Ukraine utilise déjà son nouveau drone pour semer le chaos derrière les lignes russes. Après tout, les spécifications impressionnantes ne voudraient pas dire grand-chose si l'Ukraine n'était pas capable de prouver que le FP2 est prêt au combat. Mais elle l'a déjà fait plusieurs fois selon United 24 Media. Le 2 novembre, ce média a rapporté que le service de sécurité d'Ukraine avait mené une série de frappes de précision à l'aide de drones FP2. Toutes ces frappes ont eu lieu en zones occupées d'Ukraine, suggérant que l'Ukraine avait envoyé ses nouveaux drones derrière les lignes. Selon United 24 Media, les cibles étaient dans plusieurs entrepôts et bases militaires russes, utilisées pour coordonner et approvisionner les soldats combattant l'Ukraine, situés à plusieurs kilomètres. Le service de sécurité d'Ukraine lui-même a fourni plus de détails dans une publication Telegram, publiée le 2 novembre. Les forces TPT-LAR spéciales Alpha du service de sécurité d'Ukraine ont mené des frappes de précision sur des positions ennemies dans les territoires occupés, selon le service de sécurité d'Ukraine. Les sites de rassemblement de matériel et de personnel logistique ennemis ont été frappés. Il n'est pas surprenant que les forces spéciales Alpha aient été choisies pour l'une des premières utilisations du FP2 sur le champ de bataille. Parmi les meilleures forces spéciales ukrainiennes, le groupe Alpha mène des missions allant de la guerre asymétrique à la capture de cibles majeures, en passant par des opérations clandestines et des frappes à longue portée contre les ennemis de l'Ukraine. C'est un touche-à-tout des forces spéciales qui a prouvé son efficacité dès l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Les forces spéciales Alpha ont détruit un convoi de paramilitaires tchétchènes en route vers Kiev au début de l'invasion.
Le groupe a aussi joué un rôle majeur lors de la bataille de Kharkiv, capturant plusieurs espions, infiltrés et sympathisants russes durant la guerre. Ce groupe peut accomplir presque toutes les missions, idéal pour démontrer les capacités des nouveaux drones FP2 ukrainiens. La Russie ne peut même pas nier que ces frappes ont eu lieu. Le service de sécurité d'Ukraine a publié des images pour montrer ce que l'Ukraine a fait avec ses nouveaux drones. La vidéo montre plusieurs cibles touchées, vraisemblablement par les drones. Certaines images paraissent avoir été captées par les FP, d'eux-mêmes, en s'approchant de leurs cibles. Cela suggère que les drones disposent de capacités similaires à celles des drones vus à la première personne à cet égard. Peut-être s'agissait-il des versions du drone que l'Ukraine contrôlait manuellement. Quoi qu'il en soit, les images révèlent de grandes explosions, illustrant la puissance du FP2. La plupart des cibles sont des bâtiments difficiles à atteindre pour l'Ukraine avec ses drones vus à la première personne de courte portée et moins puissants. Et l'Ukraine n'en est pas restée là. Le 3 novembre, Euromaidan Press a rapporté que le service de sécurité d'Ukraine avait semé encore plus de chaos derrière les lignes russes, avec une nouvelle série de frappes. Nous avons plus d'informations sur ces attaques que sur celles du 2 novembre, surtout en ce qui concerne les lieux. Le 3 novembre, l'Ukraine a frappé 2 sites logistiques à Louhansk, tous deux utilisés régulièrement par les troupes russes. Euromaidan Press rapporte que les forces spéciales ukrainiennes ont utilisé Telegram pour donner plus de détails sur ces 2 frappes. Près de Doviansk, un site de déchargement de carburant a été touché. Près de Roskishna, une unité des forces spéciales a détruit un entrepôt soutenant la logistique des forces d'occupation. La publication a indiqué que la perturbation était prévue par l'Ukraine lors de la frappe du 3 novembre. Les FP2 ont non seulement compliqué l'acheminement de fournitures aux troupes russes en première ligne, mais aussi détruit du carburant destiné au groupement central russe. L'Ukraine fait preuve d'intelligence ici. Plutôt que de permettre à la Russie de déployer ses troupes à pleine capacité, l'Ukraine se concentre sur les lignes d'approvisionnement qui alimentent ses soldats. Cela signifie que l'Ukraine doit sans cesse repousser les assauts russes dès leur lancement. Les soldats affrontés par l'Ukraine ont moins d'équipement et de carburant, ce qui facilite leur ciblage par les drones vus à la première personne ukrainien. C'est l'offensive de drones à plusieurs niveaux dont nous avons parlé plus tôt. L'Ukraine emploie des drones Arkham, puis des drones FP2 pour affaiblir la Russie à l'arrière, puis des drones FPV pour neutraliser les soldats russes, privés du réseau logistique établi derrière eux. Euromaidan Press précise que la frappe de Dovzhansk s'est produite à environ 150 km derrière les lignes de front. Donc, l'Ukraine profite déjà de la portée de ses FP2 pour infliger de nombreux dégâts. La frappe de Roshkizhna a eu lieu dans une banlieue de Louhansk, à environ 90 km derrière les lignes de combat. Comme pour les frappes du 2 novembre, il y a aussi des images. Ce que nous voyons est très similaire le 3 novembre. Les images des drones ukrainiens montrent leur approche, puis des frappes directes sur leurs cibles. Nous ne voyons pas d'explosion cette fois-ci, ce qui suggère que l'Ukraine n'avait pas de drone de reconnaissance pour enregistrer ce qu'elle faisait à Louhansk. Cela dit, cela n'a pas d'importance. Nous voyons ce qui se passe depuis la perspective des FP2, ce qui suffit à prouver que l'Ukraine a réalisé des frappes directes avec ses nouveaux drones. La Russie devrait s'inquiéter. Le FP2 a été lâché, et il cause déjà bien plus de dégâts que ce que son prix de 55 000 $ laisserait supposer. La Russie ne devrait pas uniquement craindre ce drone. Le FP2 révèle surtout que l'Ukraine adapte en permanence sa stratégie de drone face aux tactiques russes. La menace russe à moyenne portée posait problème à l'Ukraine. Le FP2 a apporté la solution. Ce drone innovant n'est pas la seule contribution de l'Ukraine, alors que la guerre avec la Russie continue en 2026. Prenez la gamification par exemple. Le 3 novembre, le Guardian a rapporté que l'Ukraine a instauré un système de récompense pour ses opérateurs de drones, similaire à un jeu vidéo. Ce système, lancé en 2024, offre aux soldats des points échangeables contre des drones et des armes. Depuis une boutique en ligne appelée Brave One, plus de 100 drones et véhicules autonomes sont disponibles via la boutique, ce qui suggère que les opérateurs de drones ukrainiens utilisent le jeu créé par leur pays pour améliorer leur équipement. The Guardian rapporte que cette approche fonctionne. Les équipes de drones, qui concourent pour des points dans le cadre du système de bonus armé des drones, ont tué ou blessé 18 000 soldats russes en septembre, avec 400 unités de drones participant désormais à la compétition, contre 95 en août. Cette idée même évoque des images des opérateurs de drones ukrainiens menant la guerre comme s'ils jouaient à Call of Duty. La gamification de la guerre par drone motive certains opérateurs à détruire plus de soldats et d'équipements russes, même si cela peut paraître sombre. Peut-être que le jeu apporte une source de légèreté à une tâche autrement brutale. Quoi qu'il en soit, la Russie devrait s'inquiéter du nombre élevé de soldats perdus en un mois.
aux joueurs du nouveau jeu de drones ukrainien. L'Ukraine innove en utilisant des drones pour une défense en plusieurs couches, similaire à l'offensive multicouche soutenue par le FP2. Ukraine Informe a parlé de cette nouvelle approche défensive dans un article où il a cité le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Siersky. Écrivant sur Facebook, Siersky a déclaré « Nous créons un système en couches pour contrer les shahids et gérants ennemis. Notre mission commune est de former plus d'équipages, d'opérateurs d'intercepteurs, et de leur fournir de meilleurs systèmes de frappe et radars. Ce sont beaucoup de drones. Que la Russie attaque ou se défende, elle paraît désormais sans issue face aux menaces aériennes ukrainiennes. Si ces défenses coopèrent avec le FP2 et les drones FPV ukrainiens, la Russie est en très mauvaise posture. L'Ukraine peut frapper l'arrière des troupes russes avec des FP. 2. Utiliser des drones FPV pour décimer les soldats sur le front et stopper les avancées, tout en ayant établi plusieurs couches de défense anti-drone. Le service fédéral de sécurité de Vladimir Poutine est l'une des agences de renseignement les plus redoutées, connue pour ses tactiques impitoyables et son influence politique. Mais il vient d'être dupé par Andriy, un agent double ukrainien, qui a humilié l'agence avec un piège vraiment génial qu'elle n'avait pas vu venir. C'est une histoire qui semble tout droit sortie des pages d'un roman d'espionnage ou d'un scénario sur la subversion, les agents secrets et le sabotage. Mais tout est vrai. Voici une explication détaillée de ce qui s'est passé. Des années avant la guerre, Andreï était un homme d'affaires prospère. Il gérait son hôtel en Crimée et, grâce à son travail, son dévouement et son sens des affaires, il s'est construit une petite fortune. Puis la Russie lui a tout pris, pas une fois mais 2 fois. D'abord, lorsque les envahisseurs du Kremlin sont arrivés en Crimée en 2014. Ils ont exproprié de force l'hôtel d'Andreï, lui arrachant littéralement son gagne-pain des mains. Il a réussi à se relever et dirigeait une autre entreprise en 2022, lorsque l'invasion à grande échelle a commencé. Les soldats russes ont de nouveau pillé des matériaux précieux de l'entreprise d'Andreï, le laissant incertain sur son avenir. Ils nourrissaient également, de façon compréhensible, un profond ressentiment envers les envahisseurs russes et espéraient avoir un jour la chance de se venger d'eux. À l'époque, Andreï gardait le contact avec ses relations au service de sécurité d'Ukraine pendant l'avancée de la guerre, au cas où il pourrait être utile d'une quelconque manière. Finalement, l'occasion qui l'attendait s'est présentée. Un problème est survenu à Andreï. Des agents avaient été engagés par le service fédéral de sécurité russe afin de faire exploser des bâtiments administratifs. Le service de sécurité d'Ukraine avait besoin d'un moyen de contrer leurs opérations, et Andreï a décidé de donner un coup de main, travaillant avec les agents du service de sécurité d'Ukraine pour tendre des pièges aux agents du service fédéral de sécurité. Et si tout se déroulait comme prévu, en capturer certains aussi. On soupçonnait que les agents russes utilisaient vraiment les réseaux sociaux comme outils de recrutement, publiant des annonces en ligne et ciblant des hommes désespérés avec peu d'argent. Alors Andreï a commencé à parcourir ces mêmes réseaux sociaux, à la recherche d'un moyen d'entrer dans les cercles du service fédéral de sécurité. Il a rapidement trouvé certaines des annonces du service fédéral de sécurité et a commencé à comprendre comment elles fonctionnaient. Il a appris qu'il commençait par proposer des tâches relativement triviales et basiques sur les réseaux sociaux, comme taguer des symboles nazis sur les murs des bâtiments, ou dégrader des biens publics avec les logos de groupes nationalistes ukrainiens. Une fois qu'un agent avait prouvé sa valeur avec ces tâches relativement basiques, il pouvait gravir les échelons. Ils obtenaient plus de responsabilités, et se voyaient confier des missions plus difficiles et dangereuses, comme des incendies criminels, avec des paiements bien plus élevés pour leurs services. Grâce à son expérience dans les affaires et la négociation, Andreï a pu éviter les tâches subalternes de bas niveau. Il a contacté les Russes, et affirmait ne pas vouloir de tâches réservées aux adolescents des villes, comme il l'a dit au Télégraphe, exigeant directement des rôles plus prestigieux et mieux rémunérés. Les Russes en sont vite venus à lui faire confiance et ont fini par lui confier sa mission la plus importante et la plus dangereuse à ce jour. On lui a ordonné de fabriquer un engin explosif et de faire exploser un bâtiment administratif dans une ville du sud de l'Ukraine. André a accepté. Mais bien sûr, il n'avait aucune intention réelle de détruire quoi que ce soit ou de blesser l'un de ses compatriotes ukrainiens. Il devait tout de même jouer le jeu afin de tendre son piège et d'y attirer un véritable agent russe. Ainsi, après avoir reçu des instructions détaillées des agents du service fédéral de sécurité, y compris une liste précise de tous les ingrédients et composants nécessaires pour fabriquer la bombe, il s'est mis au travail. Il est allé dans un marché local pour acheter les articles nécessaires, puis il a suivi à la lettre les instructions de son contact. Il a même acheté et installé des billes d'acier pour accroître la capacité destructrice de sa bombe artisanale.
Un officier des services spéciaux russes le surveillait de près au travail, veillant à ce qu'il ne fasse aucune erreur ni oubli lors de la fabrication de l'explosif. L'officier russe ignorait qu'Andreï fabriquait en secret une seconde fausse bombe, remplie de farine inoffensive mais identique à la vraie. Son plan était d'échanger les bombes au moment venu, afin que personne ne soit blessé. Et les Russes se sont retrouvés avec de l'œuf, ou dans ce cas de la farine, sur le visage. Plusieurs obstacles majeurs bloquaient le chemin d'Andreï, dont le risque constant d'être attrapé. Les Russes pourraient aussi rendre visite à Andreï pour vérifier qu'il suivait leurs ordres, ou par les forces de l'ordre ukrainiennes, qui pourraient croire qu'il était un agent russe et l'arrêter. Si cela arrivait, Andreï pensait que ses contacts au service de sécurité d'Ukraine pourraient l'aider à éviter des sanctions, mais cela dérangerait quand même son plan secret. De plus, s'il y avait des agents russes, ou des traîtres, parmi les forces de l'ordre local, ils auraient pu prévenir le service fédéral de sécurité, comme l'a expliqué Andreï lors d'une interview avec The Telegraph. Après un appel à un officier du service de sécurité d'Ukraine, il serait venu régler la situation. Le problème était ailleurs. Un traître potentiel au poste de contrôle, qui pourrait m'arrêter? Il pourrait me reconnaître, parler de moi aux Russes, et je ne pourrais plus jamais participer. Je serais comme une douille usée. Si cela arrivait, André aurait eu beaucoup de mal à retravailler pour les Russes, et l'Ukraine aurait perdu l'un de ses agents doubles les plus efficaces. Heureusement, cela ne s'est pas produit. André a accompli la première partie de sa mission en secret, évitant d'être repéré par ceux des deux côtés de la fracture, et gardant ses 2 explosifs improvisés cachés chez lui. Cependant, il a ensuite dû faire face à un autre défi. Le but ultime de son plan était de tendre un piège et d'aider le service de sécurité d'Ukraine ukrainien à capturer un ou plusieurs agents russes. Mais cela n'aurait pas lieu si nous étions les seuls impliqués à la fois dans la fabrication de la bombe et dans son installation à l'endroit ciblé en ville. Il devait impliquer quelqu'un d'autre, un véritable agent russe, quelqu'un de loyal à la cause du Kremlin et prêt à blesser ou même à tuer ses compatriotes, juste pour un paiement rapide en espèces. Il avait une lourde tâche à accomplir. Il devait persuader son agent du service fédéral de sécurité que même s'il avait pu fabriquer la bombe, il n'était pas prêt à la poser. Pour cette phase, Andreï devait miser sur sa persuasion, adopter son rôle d'homme d'affaires et créer un récit convaincant pour persuader l'officier russe de solliciter un tiers. Cela a duré plus d'1 semaine, durant laquelle Andreï a supplié l'officier du service fédéral de sécurité de ne pas le forcer à poser la bombe. Il savait que l'explosion visait à tuer des dizaines d'employés du bâtiment administratif, mais affirmait ne pas être prêt à avoir du sang sur les mains. Il a aussi feint un grand soutien et de l'admiration pour la Russie, persuadant l'officier de sa loyauté envers le Kremlin et de sa volonté de collaborer. Mais qu'il n'était tout simplement pas encore prêt à tuer des gens. Il en faut beaucoup pour convaincre un officier du service fédéral de sécurité de changer d'avis ou d'ajuster ses plans. Ces personnes, tristement célèbres pour leur brutalité, exécutent les ordres du Kremlin sans égard pour la vie humaine. Aucun intérêt pour quoi que ce soit d'autre que d'atteindre mécaniquement leur objectif actuel et de passer au suivant. Peu de personnes oseraient discuter avec ces officiers, et encore moins réussiraient sans éveiller des soupçons ou perdre la confiance de leurs supérieurs. Mais d'une manière ou d'une autre, Andreï y est parvenu. Il a persuadé l'officier du service fédéral de sécurité de recruter un agent de plus et d'ajuster le plan initial. Désormais, Andreï n'aurait plus qu'à cacher la bombe à un endroit désigné, au lieu de la fabriquer et de la placer dans le bâtiment ciblé. Un autre agent viendrait ensuite récupérer le colis dissimulé et l'apporterait, pour les derniers kilomètres, jusqu'à la cible. C'est exactement ce qui s'est passé. Andreï a caché sa bombe et a envoyé l'emplacement à son responsable par service de messagerie courte. Les Russes ont transmis cette information à un autre de leurs agents de confiance, qui est arrivé sur place pour récupérer l'explosif. Mais 2 choses échappaient à l'agent de confiance. Il ignorait que la bombe récupérée était inoffensive, remplie seulement d'un produit de cuisine sans danger, sans explosif ni incendiaire. Il pensait transporter un engin explosif improvisé suffisamment puissant pour mettre fin à la vie de dizaines de personnes. En réalité, ce n'était guère plus qu'un simple récipient rempli de farine. Deuxièmement, et surtout, l'agent ignorait qu'il était immédiatement et constamment surveillé par les agents du service de sécurité d'Ukraine ukrainien dès son arrivée sur le lieu de récupération. Dès lors, ils ont surveillé tous ses faits et gestes, alors qu'il obéissait à son responsable, emmenant la bombe jusqu'au seuil même du bâtiment administratif qu'il était censé détruire. À ce moment, les agents ukrainiens sont intervenus pour arrêter le suspect,
déclenchant le piège parfaitement exécuté par Andrei et plaçant le détenu en garde à vue. Selon un rapport de suivi de l'agence, l'auteur des faits s'est avéré être un résident sans emploi vivant dans la ville ukrainienne de Ternopil, dans la région occidentale du même nom, comme tant d'autres personnes désespérées d'argent et prêtes à presque tout pour en gagner. Il a vu des annonces du service fédéral de sécurité sur Telegram et a décidé de s'inscrire et d'offrir ses services. Comme pour les autres recrues, on lui a d'abord confié des tâches d'essai triviales dans sa région. Il aurait aussi incendié des installations ferroviaires ukrainiennes dans sa ville natale, avant de gagner le droit de participer à une attaque terroriste. Heureusement pour ses potentielles victimes, ce détenu de confiance a mal choisi son complice. Grâce aux actions d'Andrei, il est maintenant derrière les barreaux, sans droit à la libération sous caution et fait face à la réelle possibilité d'une peine de prison à vie. En outre, la confiscation de biens s'applique à de nombreux délits du code pénal ukrainien, dont le sabotage en temps de loi martiale et la tentative d'attentat terroriste. Ces mauvaises décisions l'ont plongé dans de graves ennuis, laissant peu d'espoir pour l'avenir. Andrei, quant à lui, a la satisfaction immense de savoir qu'il a joué son rôle en sauvant des vies et en humiliant le service fédéral de sécurité en même temps. On ressent une grande satisfaction morale quand des gens auraient pu mourir, mais que tu as détourné l'attention de ce bureau russe pourri et utilisé leurs ressources. C'est un véritable héros, et il n'a aucune intention d'arrêter ses actes héroïques de sitôt. Andrei scrute toujours les réseaux sociaux, fait défiler les offres d'emploi sur son téléphone, et attend impatiemment sa prochaine occasion de tendre un piège et de jouer aux Russes à leur propre jeu. Il reçoit diverses propositions des agents du service fédéral de sécurité. Certaines sont assez basiques, comme les travaux de graffiti et de vandalisme mentionnés précédemment. Cependant, ceux-ci ne rapportent généralement que de petites sommes. Les prix ont augmenté récemment, alors que la Russie tente d'intensifier ses opérations de sabotage sur les territoires ukrainiens, afin de perturber la société du pays et de semer la corruption et la confusion au sein de ses communautés, note Andrei. Il payait 3 $ par pièce, mais le prix a augmenté. Il explique aussi le fonctionnement de ses missions. Un agent doit d'abord dessiner ou peindre les symboles demandés, comme des croix gammées ou des logos nationalistes, sur les murs de la ville ou d'autres lieux choisis par les Russes. Ensuite, ils doivent prendre des photos de leur travail et les publier sur un faux site web nationaliste ukrainien, créé par les services de renseignement russes. Certaines des tâches, cependant, sont bien plus sérieuses, avec des conséquences beaucoup plus graves pour tous les impliqués. Et les annonces du service fédéral de sécurité sont souvent conçues pour attirer l'attention et séduire ceux qui ont besoin d'argent. Par exemple, une annonce rapide commence par le titre « Vous cherchez un emploi avec un horaire flexible et un salaire décent ?» Elle détaille le travail demandé. Incendier des bâtiments gouvernementaux et bureaux de recrutement en Ukraine. Ensuite, elle énumère un certain nombre d'avantages, citant la confidentialité, une formation professionnelle, un soutien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu'un salaire élevé allant de 1000 à 5000 $ pour un seul projet, comme faisant partie des bénéfices. La publication indique aussi que le paiement peut se faire par carte ou crypto-monnaie, ces dernières offrant plus de confidentialité et étant plus difficiles à tracer. L'annonce explique ensuite ce qui est attendu du candidat. Elle établit une liste de cibles pour leurs attaques incendiaires et le paiement moyen associé. Une attaque incendiaire contre un bureau du procureur, par exemple, est rémunérée 3000 $, tandis que les attaques contre les bureaux de poste rapportent 1000 $ et les bâtiments du service de sécurité d'Ukraine offrent le paiement le plus élevé, soit 5000 $. Parmi les autres cibles potentielles figurant sur la liste, on trouve les bâtiments de la police, les bâtiments du contrôle des frontières, les tribunaux, les bureaux de recrutement, les bureaux des impôts et les établissements pénitentiaires. L'annonce encourage les candidats à partager les noms et numéros d'autres personnes qu'ils estiment capables de mener ce type d'attaque, avec la promesse d'une commission pour chaque recommandation réussie. D'autres annonces utilisent le même ton, montrant flammes, dollars, drapeaux ukrainiens, et des messages comme « Si tu es courageux et énergique, nous avons du travail pour toi. Tu travailleras quelques heures par jour. » Le Kremlin utiliserait aussi des drones pour larguer tracts et publicités papier dans les villes ukrainiennes, afin de toucher plus de personnes et recruter plus d'agents. Il cible souvent les zones défavorisées, où les habitants, désespérés, sont prêts à trahir leur peuple pour un profit personnel. Tout cela fait partie d'un plan pernicieux du Kremlin visant à créer l'illusion d'un mouvement de résistance en Ukraine. Si le service fédéral de sécurité recrute assez de personnes pour organiser des incendies, diffuser l'iconographie nationaliste ukrainienne et commettre des actes terroristes,
Cela donne l'image d'un pays en guerre contre lui-même, un pays qui s'effondre de l'intérieur, avec son propre peuple qui se retourne contre lui. Cela fournit ainsi une certaine justification aux attaques et incursions du Kremlin, donnant du crédit aux proclamations de Poutine sur l'envoi des forces russes pour dénazifier les territoires ukrainiens. Le Kremlin espère aussi que les alliés occidentaux de l'Ukraine entendent parler de bombes artisanales, et que les citoyens ukrainiens commettent des actes de terrorisme contre leurs propres gouvernements locaux et bâtiments administratifs, et finissent par soutenir de moins en moins Kiev en conséquence. Heureusement, la plupart du monde voit parfaitement ce qui se passe ici, car ils connaissent très bien les tactiques sournoises du service fédéral de sécurité. Il est également encourageant de voir qu'il existe des âmes courageuses comme Andreï, prêtes à retourner la situation contre l'agence de renseignement du Kremlin. Il n'est qu'un des nombreux agents doubles ukrainiens qui font leur part pour le bien commun. Littéralement, ils contribuent à sauver des vies, à capturer des terroristes et à déjouer régulièrement les plans de leurs oppresseurs. Andreï est fier de son travail et de l'impact qu'il a, agissant par amour pour son pays et sa famille. Il a aussi été motivé à rejoindre la cause par les injustices personnelles subies auparavant de la part des occupants russes. Au début, mes amis partis d'Ukraine me demandaient dans qui m'avait ordonné cela. Je n'ai jamais compris cette question. Je fais cela de mon plein gré parce que je crains pour ma famille et pour ma vie, puisque l'ennemi a envahi notre terre. En travaillant avec le service fédéral de sécurité, André a également beaucoup appris sur leur mode de fonctionnement et a pu transmettre des renseignements inestimables à ses contacts au service de sécurité d'Ukraine. Il dit que de nombreux agents russes avec qui il interagit sont compétents, mais ont souvent une vision faussée de la vie en Ukraine. Ils peuvent, par exemple, proposer de dessiner des symboles nazis près d'une rivière, même si presque personne ne fréquente cet endroit, à cause des drones russes souvent présents au-dessus d'eux. Ils font aussi d'autres demandes insensées, comme demander aux agents d'aller dans les marchés locaux à la recherche de composants explosifs. Parfois, j'avais l'impression que les officiers du service fédéral de sécurité percevaient notre réalité ici sans s'appuyer sur des recherches ou des renseignements approfondis, mais comme s'ils avaient regardé un film d'action à petit budget ou les informations qui couvrent l'Ukraine à la télévision russe. Hélas, tout le monde n'est pas aussi courageux et honorable qu'Andreï. Certains Ukrainiens se soumettent volontairement aux exigences russes. Cela vient souvent de leur situation personnelle, avec peu d'argent et peu de perspectives, ce qui leur donne l'impression de n'avoir aucune option. Parfois, ils sympathisent avec la cause du Kremlin, ont des liens familiaux en Russie, ou une tendance violente ou téméraire. Alors, ils saisissent l'occasion de commettre des actes criminels. Ce sont ce genre de personnes que le service fédéral de sécurité continuera de cibler. Mais avec les propres services de renseignement de l'Ukraine et des agents doubles inspirants comme Andreï pour leur faire obstacle, le Kremlin ne va pas trouver facile d'organiser ses attaques et d'atteindre ses objectifs. Maintenant, découvrez comment l'Ukraine utilise le sabotage et des tactiques de l'ombre pour paralyser les opérations du Kremlin depuis l'intérieur de la Russie, dans cette vidéo, ou pour une autre histoire vraie de vengeance ukrainienne contre des criminels de guerre russes. Regardez cette vidéo qui montre comment les forces de Kiev ont récemment orchestré un assassinat presque impossible contre l'un des commandants les plus impitoyables du Kremlin. Et, enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour rester informé et à jour sur toutes les dernières actualités et les principaux développements en provenance des lignes de front en Ukraine et ailleurs.